Bonjour à tous, bienvenue sur Ride in Canada. Aujourd'hui, nouvelle vidéo expatriation. Je vous explique comment j'ai fait pour obtenir le visa de résident permanent au Canada en 6 mois. Combien ça coûte, quelles sont les étapes à passer, surtout dans quel ordre et à quel moment faire les étapes, parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup, donc c'est toujours un peu confus au départ. Je vous raconte tout ça. Avant de vous lancer dans diverses procédures, n'hésitez pas à regarder les différents visas qui existent et lequel sera le plus adapté à votre profil. Si vous êtes par exemple sportif de haut niveau ou si vous êtes dans un métier qui est très rare, très recherché, il y a des visas qui seront beaucoup plus faciles à obtenir. Si vous avez moins de 35 ans, le permis vacances-travail, le PVT, est également un excellent choix, même s'il va rester limité dans le temps, mais ça sera une très bonne première approche. Enfin, si vous êtes étudiant, ça sera encore plus simple de décrocher un visa temporaire. La deuxième chose que je voulais évoquer avant de démarrer cette vidéo, c'est que quand tu vas commencer à t'intéresser aux démarches d'immigration vers le Canada, tu vas recevoir tout un tas de propositions par mail ou alors sur Facebook ou des sites sur lesquels tu devras t'inscrire qui vont t'indiquer qu'ils peuvent t'aider pour obtenir le visa. Par contre, en échange, ils vont te demander de payer. Il faut savoir que l'ensemble des démarches, par exemple pour le PVT ou pour le visa de résident au permanent au Canada, sont gratuites. Alors je vais dire entre guillemets parce que bien sûr il y a des frais administratifs relatif à ces différentes démarches, mais tu n'as pas besoin de payer quelqu'un, ni au niveau du gouvernement canadien, ni par exemple un avocat ou un conseiller en immigration pour t'aider à les réaliser. Non, Malo, non. L'honneur, ça s'achète pas. L'honneur, c'est dans le slip, pas sous le compte en banque. C'est complètement possible de les faire toi-même pour une personne lambda avec un profil, on va dire, normal, un profil classique. Attention par contre, je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas avocat spécialisé dans l'immigration. Pour moi, ça a fonctionné parce que je pense que j'avais un profil plutôt normal, sans le dire péjorativement, pour les gens qui ont un profil plus différent. Mais voilà, si tu as un profil un peu atypique, un peu spécifique, peut-être que ça vaudra le coup de t'orienter vers quelqu'un qui pourra t'aider pendant ces démarches et à ce moment-là seulement d'aller payer une prestation de conseil. Mais ne t'engage pas dès le début avec des boîtes qui vont te proposer d'obtenir le visa en 3 mois, en 4 mois ou même en 6 mois contre un paiement dès le départ. Bien souvent, ce sont des arnaques, donc méfie-toi à ça. C'est un visa qui va te permettre d'aller habiter au Canada pour une durée théoriquement illimitée, qui te permettra même d'accéder à une demande de citoyenneté canadienne au bout de 3 ans et demi, et qui normalement te permet aussi d'aller vivre dans n'importe quelle province du Canada, excepté le Québec. Donc si tu regardes la vidéo pour immigrer au Québec, attention, sache qu'il y a une procédure spécifique. Certaines étapes seront similaires à celles qu'on va décrire, mais d'autres étapes diffèrent si tu souhaites aller t'installer dans cette province francophone. Par contre, pour toutes les autres provinces du Canada, le visa de résident permanent est valable. Comme tu as dû le voir si tu as déjà commencé les démarches pour immigrer vers le Canada, on te demande un nombre d'étapes assez important pour obtenir ce visa. Ça peut rebuter, ça peut faire un peu peur au départ. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pour que ça soit le plus facile possible, je vais organiser la vidéo en 2 temps. Le premier temps va être consacré à toutes les démarches que tu vas pouvoir faire avant de rentrer ton profil sur le site de l'immigration. La deuxième étape sera vraiment à partir de ton enregistrement sur le site internet et tout ce qui en découle par la suite si tu as la chance d'être tiré au sort. La première chose à faire, ça va être de faire ton passeport. Pour toutes les démarches, tu auras besoin d'un document d'identité valable. C'est bien d'avoir la carte d'identité, mais fais un passeport. Ça te servira même pour le voyage. Et par contre, c'est très important dans toutes les différentes démarches, à chaque fois, de t'inscrire avec un document et d'aller à la démarche avec ce même document. Par exemple, n'inscris pas avec ta carte d'identité pour un test de langue et tu arrives au test de langue et tu présentes ton passeport. Donc le plus simple, fais ton passeport dès le début. Tu es sûr qu'il sera valable pendant toute la procédure parce que peut-être que tu en avais un mais qu'il arrive en date de péremption, ou en tout cas vérifie bien si ton passeport est valable, par exemple, on va dire pendant environ 1 an ou pendant environ 2 ans, comme ça tu es tranquille. Si c'est pas le cas, refais ton passeport tout de suite, tu vas gagner beaucoup de temps et de toute façon ça va te servir par la suite.
Ensuite, avant d'engager des dépenses très importantes et de te lancer dans les procédures qui peuvent être très longues, la première chose à faire, ça va être de vérifier ton admissibilité à l'entrée express. Pour ça, le Canada en fait classe les demandes d'immigration suivant un barème qui s'appelle le SCG, Système de classement global. Alors ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Il y a des facteurs relatifs à ta personne. Par exemple ton âge, ton expérience professionnelle, le type de métier que tu exerces, est-ce que tu es marié ou pas, est-ce que tu as des enfants ou pas. Ensuite, il y a tous les facteurs, on va dire, environnementaux. Est-ce que tu as déjà été au Canada, est-ce que tu as de la famille qui habite au Canada, est-ce que tu as déjà travaillé au Canada, quelles sont les langues que tu maîtrises également. Est-ce que tu parles le français? Est-ce que tu parles l'anglais? Si oui, à quel niveau pour les deux langues? Tout ça, ça va te donner des points qui vont te permettre, oui ou non, de participer à un tirage au sort et d'être classé, on va dire, à différents échelons de ce tirage au sort et d'avoir plus de chances ou moins de chances d'être sélectionné. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ensemble de ces facteurs. Pour ma part, on va dire que j'en avais à peu près la moitié. Pour vérifier ça, le site le plus important et qui va te servir pendant toutes les démarches de la procédure de visa, c'est Just for Canada. Alors j'ai rien à voir avec eux, j'ai aucun intérêt à te conseiller leur site internet, mais je trouve qu'il est extrêmement bien foutu. Donc je te mets le lien sur la vidéo et tu le retrouveras également dans la description sous la vidéo. www.justforcanada.com. Tu as aussi une partie qui s'appelle Guide ultime pour l'entrée express. Et là encore, je te mets le lien dans la description. Sur cette partie, tu retrouveras des ressources pour toutes les étapes qu'on va voir ensemble. Donc sur ce site justforcanada.com, tu as un simulateur de score SCG. Et là, ça va être très important donc, de faire une première simulation pour voir où tu te situes. Pour remplir ce simulateur, tu vas voir qu'on va te demander des renseignements très simples. Donc comme je l'ai dit avant, ton nom, ton âge, est-ce que tu es marié, etc. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as déjà été au Canada? Est-ce que tu as de la famille là-bas? Tout ça, c'est très facile à remplir. On va te demander par contre des informations sur ton métier et la classification de ton métier. Donc là, patiente un petit peu, on va en parler juste après dans la vidéo, tu auras toutes les infos, ne panique pas. Ensuite, on va te demander ton niveau de langue par rapport à des tests de langue. Donc ce qui est très important, si tu parles français, ce qui je pense est le cas si tu regardes la vidéo, c'est d'indiquer que tu as passé le test TEF, même si tu ne l'as pas fait, on va en parler par la suite. Mais pour la simulation, tu indiques que tu as passé le test TEF. Et pour les notes, si tu as un niveau de langue correct en français, tu peux facilement te permettre d'indiquer le deuxième échelon en partant des notes les plus hautes dans toutes les étapes du test TEF. Normalement, c'est quelque chose qui est très facile à obtenir. Il y a même de grandes chances, si tu parles bien le français, si tu fais pas 50 fautes par ligne quand tu écris un courrier, que tu aies toutes les notes, même les plus hautes, aux différentes étapes du test. Ensuite, pour le test de langue anglaise, c'est mieux de parler l'anglais si tu veux prétendre à ce visa. Si tu ne parles pas anglais, ça va être très compliqué. Dans ce cas-là, je te conseille de prendre un an et demi et de travailler l'anglais. Tu peux avoir le niveau assez facilement. Donc voilà, si tu parles déjà l'anglais, je t'invite à essayer de cocher, on va dire, un niveau entre 6, 6,5, 7 pour les différentes étapes du test d'anglais qui s'appelle IELTS General Training. Donc tu coches ou tu choisis IELTS et au niveau des différentes étapes du test, tu indiques 6 et puis à l'étape d'après 6,5, puis à l'étape d'après 6 et 7. À la dernière, par exemple, il y a 4 étapes qu'on va lister après. Ça te donnera déjà une idée du score SCG auquel tu peux prétendre avec ce niveau de langue et en l'ajoutant tous tes critères personnels que là, normalement, tu détiens déjà. Le classement SCG se fait sur 1200 points. Attention, je crois que c'est quasiment impossible d'avoir les 1200. Donc si tu as 400 sur 1200, ne te décourage pas du tout, c'est complètement normal. Pour ma part, j'ai été sélectionné pour le visa de résident permanent en une semaine avec un score de 494. Maintenant que tu as fini la simulation, alors concrètement, comment ça va se passer? Tu as aux alentours de 200, 300, c'est mauvais signe. N'hésite pas à vérifier si tu n'as pas fait d'erreur. N'hésite pas aussi à regarder donc, sur le site Just for Canada comment tu peux augmenter ton score SCG. Tu verras, ou en tapant sur Google, tu as beaucoup de sites internet, de vidéos maintenant qui t'expliquent ça. Bien souvent, ça passe par le niveau en langue. Ensuite, ça peut passer aussi par un stage au Canada, ou alors par le fait de dénicher une offre d'emploi. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais si tu as déjà un employeur qui est intéressé par ton profil, ça va te donner un maximum de points pour le visa de résident permanent. Bien souvent, c'est un profil qui est déjà intéressant à la base. Si tu as une offre d'emploi valide dans un métier qualifié, avec un employeur qui est intéressé par ta candidature, tu es quasiment sûr d'obtenir ce visa, surtout en ce moment où il y a beaucoup de places qui sont ouvertes pour les candidats francophones. Ensuite, si tu as un score qui est intéressant, en général, si tu as plus de 500, tu n'as vraiment pas de souci à te faire et tu vas pouvoir te lancer dans les démarches sans problème. Si tu as entre, on va dire, 450 et 500, pas de panique, c'est largement jouable.
Et je pense même à l'avenir, si tu es entre 400 et 450, ça va être faisable parce que d'année en année, le score des candidats qui sont sélectionnés a quand même plutôt tendance à diminuer. Non pas que les candidats soient moins bons, au contraire, ils sont souvent meilleurs, ils sont mieux préparés. En plus, en France, on a quand même tendance à être de plus en plus diplômés, donc ça donne encore plus de points. Mais le Canada a un plan d'immigration massif 2023-2025 où le nombre de places a largement augmenté. Je crois que ça a été une augmentation de 40% sur ce visa entrée express pour les résidents permanents. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est le moment d'en profiter. Comment ça fonctionne? Vous avez différentes rondes de tirage au sort. Au début, vous inscrivez dans un bassin de participants pour une année civile. Et au fur et à mesure de l'année, alors c'est pas régulier, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être toutes les semaines parfois, ça peut être toutes les 3 semaines. C'est à chaque fois pour des nombres aussi assez différents. Des fois, l'État canadien va piocher 5000 personnes, des fois ils vont en piocher seulement que 1500, donc c'est très aléatoire. Mais à chaque fois, ils vont tirer au sort, ils vont sélectionner tous les premiers candidats du bassin au moment où le tirage est effectué. Ça veut dire que même si vous avez que 400 points, ne perdez pas espoir, parce que peut-être que 2 semaines avant, tous les gens qui ont 600 points, 500 points auront été tirés au sort. Si personne ne s'est réinscrit entre-temps pendant l'année en cours, vous pouvez très bien être sélectionné. Vous l'avez compris d'un point de vue tactique, par contre, plus vous allez vous inscrire tôt dans l'année, plus vous augmentez vos chances d'être tiré au sort, puisque vous pouvez tirer au sort plusieurs fois en janvier, en février, en mars, en avril, et ainsi de suite. En général, les tirages au sort s'arrêtent aux alentours de fin octobre, mi-novembre. Il y a donc une dimension tactique qui va être assez importante, et ce que je vous conseille, comme moi je l'ai fait il y a 1 an maintenant, si je vous sors la vidéo en ce moment, fin septembre, début octobre, c'est parce que c'est là où c'est le plus intéressant de démarrer vos démarches. Jusqu'à la fin de l'année, ça vous laisse entre 3 et 4 mois pour préparer justement les démarches qu'il va falloir faire en amont. C'est un laps de temps qui est suffisant pour faire les démarches qu'on va évoquer aujourd'hui. Et ensuite, à partir de début janvier, mi-janvier, voire même fin janvier, parce que parfois les premiers tirages au sort commencent assez tard. Donc voilà, si vous avez bien fait vos démarches avant, début d'année prochaine, donc tout début 2024, vous devriez pouvoir vous inscrire et bénéficier du maximum de chances possibles sur l'ensemble de l'année 2024 pour être sélectionné et obtenir le fameux visa. T'es un malin, mon bichon. T'es rusé comme un toucan. Si tu décides de te lancer dans les démarches, la première chose à faire, tu l'as vu sûrement dans la simulation, c'est qu'il y a des points qui sont accordés par rapport à ton plus haut diplôme que tu détiens. Moi, dans mon cas, j'avais un master en STAPS, en fac de sport, donc c'est un diplôme de niveau Bac plus 5 en France. Ça te donne pas mal de points, c'est quasiment le plus haut niveau de points pour le visa de résident permanent. Tu as des points à partir d'un niveau Bac plus 2, donc un DUG si je ne me trompe pas, ou alors même de certains métiers qui donneraient une équivalence à un diplôme Bac plus 2, mais là ça sera un peu plus difficile à faire reconnaître. Donc si tu as un DUG, une licence, un master, une maîtrise, tu vas gagner pas mal de points. Par contre, c'est pas aussi simple que ça. Il va falloir faire une équivalence de diplôme. On appelle ça une EDE. Ça va te permettre en fait d'obtenir un niveau équivalent au Canada. Là où c'est très important en plus, c'est qu'après, une fois que tu auras ton visa et que tu vas aller habiter au Canada, ça aura une vraie valeur sur le marché du travail, cette équivalence de diplôme. Tu vas pouvoir aller voir des employeurs et tu pourras vraiment faire valoir ton diplôme, ce qui n'est pas forcément le cas si tu te balades seulement avec ton diplôme français ou ta feuille de résultat ou la photocopie du diplôme. Comment ça se passe pour obtenir cette équivalence? Il faut savoir qu'il y a tout un tas d'organismes qui sont certifiés par IRCC. IRCC, ça veut dire Immigration, Réfugiés et Citoyenneté au Canada. C'est vraiment l'organisme qui gère l'immigration au Canada. Quand tu iras sur leur site, donc canada.ca, tu as ensuite une partie immigration et c'est là où tout va se passer. Je te mets à l'image de toute façon, comme ça t'évitera de chercher les organismes qui sont certifiés pour te délivrer une équivalence de diplôme, une EDE, en 2023 à l'heure actuelle par Immigration Canada. Attention, ça peut être amené à évoluer. Donc il va falloir choisir un de ces organismes et te rapprocher d'eux pour qu'ils te donnent une équivalence de ton diplôme le plus haut ou de tes diplômes si tu souhaites en faire certifier plusieurs. Attention, suivant les organismes, la durée de traitement est plus ou moins longue. On va dire que ça va aller de 3 à 4 semaines jusqu'à 30 semaines pour certains organismes. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire toutes ces démarches en amont, parce que tu vas en avoir besoin après très rapidement si tu es tiré au sort parmi les premiers candidats. Sur le site justforcanada.com, tu trouveras la démarche pour faire l'EDE auprès de l'organisme WES, World Education Service. Pour ma part, je suis passé auprès de l'Université de Toronto. Alors, je me suis posé la question longtemps au début, j'ai eu du mal à trouver la réponse. Je ne savais pas si par exemple quand tu veux aller vivre au Canada, en Alberta, tu dois prendre un organisme de certification qui est en Alberta. Apparemment, ce n'est pas du tout le cas. Ça tombe bien parce que moi au final, je l'ai fait auprès de Toronto et on ira vivre en Alberta, donc ce n'est pas du tout dans la même province. Mais voilà, j'ai bien fait de choisir celle-là parce que c'est un organisme qui est assez rapide et c'est pas forcément le plus cher. De toute façon, au niveau des tarifs, on est quasiment tous sur le même montant
On va en parler juste après. Auprès de l'université de Toronto, la première chose à faire, ça va être de te rapprocher du service CES, Comparative Education Service. Quand tu t'inscris sur leur site internet, tu vas avoir, comme d'habitude, tout un tas de sécurité, on va dire, à mettre en place lors de l'inscription. Ensuite, il faudra compléter ton profil. Et une fois que tu auras un numéro de dossier, quand tu auras lancé une première demande de comparaison, on va dire, de ton diplôme français avec le diplôme canadien, on va t'attribuer un numéro de dossier qui va être très important et à conserver par la suite. En gros, on va te demander d'envoyer un scan des originaux. Alors ça, c'est très important, un scan des originaux du diplôme que tu souhaites faire comparer et du relevé de notes correspondant. Attention, là où ils sont super pointilleux, c'est qu'ils demandent le recto verso de chaque document, même s'il n'y a rien au verso. Par exemple, ton relevé de notes, c'est une page blanche derrière, tu dois mettre le verso quand même. Comme pour Immigration Canada, là aussi où ils sont pointilleux, c'est que souvent ils te demandent tout ça sur un même document. T'amuses pas à scanner le recto, à faire un deuxième document avec le verso et ainsi de suite. Il faut que tout soit scanné sur le même document. Donc tu fais toutes tes pages dans le même document que tu vas numériser. Après, il faudra d'ailleurs sûrement le réduire pour pouvoir l'envoyer facilement. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'elle est validée, une fois que c'est envoyé, ils vont te demander de te rapprocher de l'université où tu as passé ton diplôme. Et il faudra que l'université renvoie les mêmes documents certifiés conformes avec une adresse officielle de l'université. Ça, c'est super important. L'université ne peut pas te renvoyer les documents à toi et toi tu leur renvoies à eux. Ils veulent vraiment voir que ça vient de l'université directement. Alors je sais pas ce qu'ils demandent exactement comme critère par certifié conforme. Moi par exemple, je me suis rapproché de l'UFR STAPS de Caen, où j'avais passé mes diplômes, et donc ils ont envoyé ça avec une adresse officielle unican.com, donc c'est passé en mettant en objet donc ton nom et le numéro dont je t'ai parlé juste avant, comme ça eux peuvent faire le rapprochement. Ensuite, bien sûr, il faudra payer la procédure. Il faut savoir que la plupart des organismes sont à peu près sur les mêmes tarifs. On tourne aux alentours de 210, 220 $, 240 $ pour la comparaison de ton diplôme. Attention, s'il y a plusieurs diplômes, ça se multiplie. Alors, c'est pas forcément 240 $ à chaque fois. Je crois que c'est 150 $ canadiens en plus par diplôme, mais la note peut vite monter. Et ensuite, il y a les frais d'envoi. Si tu veux que ça aille plus ou moins vite, forcément, c'est plus ou moins cher. En gros, moi je m'en suis tiré pour 290 $ canadiens avec les différents frais d'envoi et les différents allers-retours, ce qui équivaut à peu près à 200 €. Voilà pour les premiers frais engendrés pour obtenir mon visa canadien. Quelque chose de très important par contre à prendre en compte, c'est que ton diplôme que tu vas envoyer, tes relevés de notes doivent être dans une des deux langues officielles du Canada, à savoir le français ou l'anglais. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire traduire ton diplôme avant de l'envoyer par un organisme officiel. On va donc maintenant passer à l'étape 3 que tu peux faire avant de t'inscrire sur le site Immigration Canada, ça va être les tests de langue. Alors les tests de langue, c'est sûrement le point le plus important, c'est quelque chose qui va te donner quasiment le plus de points. On va commencer par l'anglais. Le test à passer dans cette langue s'appelle IELTS. Sur le test IELTS, vous avez deux variantes. Vous avez la version académique, qui sert plutôt si vous devez être amené à faire des études au Canada, et vous avez la version General Training. Là, on va vous demander de passer le test IELTS General Training. Alors je sais que pour beaucoup de gens, c'est la chose qui peut faire peut-être le plus peur. Attention, apprendre l'anglais, c'est pas forcément comme on l'a connu dans les cours en France, faire des questions-réponses toute l'année est quelque chose de très chiant. Aujourd'hui, avec YouTube, je te garantis qu'en 6 mois, tu peux choper un super niveau d'anglais. C'est quelque chose qui va se faire très facilement et tu vas voir, je ne veux pas dire que tu auras du plaisir à parler anglais, c'est pas le truc le plus merveilleux du monde, mais voilà, c'est quelque chose qui est complètement abordable pour n'importe qui. Sur ce test d'anglais IELTS, tu as 4 parties, 4 épreuves à passer. La première étape, c'est une étape d'écoute. Vous avez 40 questions, ça dure je crois une demi-heure. Vous allez avoir un fichier audio qui va passer et il y aura plusieurs parties. Vous allez avoir des textes tout simples, vous allez avoir des dialogues entre des personnes, on peut avoir des courants d'amphithéâtre, on peut avoir un guide qui fait une visite guidée, on peut avoir une explication de plan avec des rues, avec des monuments à replacer sur une carte. C'est assez complexe. Quand j'ai fait les premiers tests, je pense que sur 40 questions, j'étais presque à 30 fautes. Il faut savoir qu'en plus, quand vous faites une faute, vous avez -1. Hein. C'est pas 0, ça compte pas pour du beurre. Une bonne réponse, c'est 1 point, une faute, c'est -1. Donc au début, quand on fait des simulations, on peut même avoir des notes négatives. On se dit tout de suite, oula, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Et voilà, accrochez-vous, vous verrez, c'est assez facile. Pour ma part, ça a dû me prendre 2 mois et demi, 3 mois. Je me levais tous les matins à 6 h du mat avant d'aller au boulot et je me faisais un test blanc sur internet. Il y a une chaîne YouTube qui est super bien faite qui s'appelle The IELTS Listening Test.
il vous poste un nouveau test tous les jours. Donc si vous remontez même 6 mois en arrière et que vous voulez faire 4 tests par jour, vous pouvez y aller. Je peux vous dire que si vous faites ça tous les matins, vous allez en chier au début, mais vous allez être béton après. Donc n'ayez pas peur de cette partie-là. Après, n'hésitez pas aussi, hein, mais je pense que vous le faites déjà si vous êtes sensible à la culture nord-américaine, à écouter des chansons en anglais, en américain, à regarder des séries US, alors d'abord avec les sous-titres français, puis avec les sous-titres anglais, puis sans sous-titres. Et vous verrez que petit à petit ça vient, hein, c'est galère au début, surtout quand on le fait après une journée de boulot, qu'on est claqué. Et petit à petit on se surprend, on va se dire merde, j'ai compris là-dessus, alors qu'il y a 2 mois ou il y a 1 mois, j'aurais rien compris. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et vous verrez que ça va rentrer très facilement. Ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, le reading test, test de lecture. Vous allez avoir un ensemble de textes, de schémas, de documents à lire, à analyser et des questions qui vont porter sur ces documents. Attention, ça fait très scolaire, par contre c'est des sujets qui piquent. Moi par exemple au test final, je suis tombé sur l'évolution des vêtements pendant l'Égypte antique. Tout ça en anglais, c'est sport. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Mais voilà, pareil, à force d'en faire, à force de vous entraîner, vous verrez que ça va rentrer assez facilement, sachant qu'en plus, il y a des grands thèmes que vous allez retrouver au test. Le mieux pour préparer ça, j'ai trouvé un bouquin aux éditions Nathan qui s'appelle l'intégrale IELTS. Je vous le montre à l'image, hein, je vous le mets juste là, ce bouquin il est parfait. Vous avez des fiches pour réviser les différents thèmes, vous avez du vocabulaire relatif à chaque thème. J'ai dû prendre à peu près un mois et demi pour faire le bouquin gentiment. Au fur et à mesure, vous avez des exercices, hein, que vous pouvez vous refaire 1, 2, 3, plusieurs fois. On peut trouver des exercices blancs si vous en voulez d'autres sur internet. Pour ma part, je crois que j'en ai quasiment pas fait. Et voilà, le test reading s'est plutôt bien passé. Là encore, hein, au début, j'étais vraiment pas dedans quand j'ai fait les premières simulations. Il y a des tests blancs dans le bouquin, mais vous verrez, si vous accrochez, ça va aller tout seul. Pour cette partie reading, je crois que le temps, pareil, était de quelque chose comme 40 ou 60 minutes. Attention, ça va assez vite parce que les textes sont super longs. Il faut le jouer un peu stratégique. Par exemple, sous les noms propres, vous mettez une vague. Sur les dates, vous mettez des petites hachures, etc. Comme ça, vous retrouvez facilement les éléments importants de votre texte quand vous arrivez aux questions. Pareil, souvent, n'hésitez pas à lire les questions avant. Comme ça, quand vous lisez le texte, si la réponse est dans le premier paragraphe et il n'y a qu'une question, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à lire tout le texte ou alors vous y revenez à la fin si vous reste du temps. Soyez stratégique, mais normalement, si vous avez déjà passé des diplômes en France, le bac, un bac plus 2, bac plus 3, etc. C'est des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez ou en tout cas que vous avez déjà pratiqué. Vous verrez que ça ne vous posera pas plus de problèmes parce que c'est en anglais. L'étape 3 du test IELTS, ça va être celle qui moi me paraissait la plus chaude, c'est l'expression écrite, le writing. Donc là, vous allez avoir 2 sujets à faire en 1 heure. Si je ne me trompe pas, le découpage idéal, c'est de garder 20 minutes pour le premier sujet qui est un peu plus court et 40 minutes pour le deuxième. Le premier sujet, en général, c'est une lettre à faire. Une lettre, un email, un courrier. C'est pour voir vraiment si vous maîtrisez aussi les formules de base, les formules de politesse, et aussi, surtout, si vous maîtrisez les différents tons. On va vous dire si c'est un ton plutôt formel, avec un supérieur hiérarchique, ou si c'est plutôt un ton informel. Moi, par exemple, je suis tombée sur un sujet où on me demandait d'écrire une lettre à un ami pour le prévenir que je ne pourrais pas assister à sa fête de demain soir alors que je m'étais engagé à y aller. C'est un sujet qui est assez facile si vous bossez bien à l'avance parce que, en gros, vous faites une grille, d'ailleurs que vous retrouverez dans le bouquin IELTS, avec tout ce qu'il faut dire sur un ton formel, tout ce qu'il faut dire sur un ton semi-formel et sur un ton informel. Donc la formule de politesse, dire Mrs. Smith, Adonis. Hi Stevens, etc. L'introduction, votre phrase d'introduction avec différents tons, plus ou moins formels, votre phrase de développement, votre phrase de remerciement, votre salutation à la fin, best regards, your sincerely, etc. Thank you, bitch. Thank you, bitch. Vous verrez, c'est des choses que vous pouvez maîtriser assez facilement. Donc en gros, quand vous arrivez sur cette épreuve-là, la moitié de votre lettre, elle est déjà faite. Dès que vous savez le ton qu'il faut employer, vous avez déjà la moitié de votre courrier. Le reste, c'est juste de coller à l'histoire. Voilà, c'est assez... Donc cette partie-là, c'est assez simple. Franchement, vous pouvez l'avoir assez facilement si vous l'avez bossé un peu avant. Au niveau de la taille, on vous demande, je crois, de faire 80 mots. 80 mots en général, mais 15-20 mots par ligne. Donc voilà, c'est assez rapide. En gros, c'est 2 paragraphes, c'est même pas une page complète. La deuxième partie vous donne un thème d'actualité. Et donc là, il faudra développer, argumenter là-dessus, exposer votre point de vue. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Par exemple, si c'est, je sais pas, sur les voitures électriques, que vous êtes, comme par hasard, contre les voitures électriques, c'est pas grave, normalement on peut pas vous saquer là-dessus. Par contre, il faut qu'il y ait des arguments, il faut qu'ils soient bien organisés, et c'est vraiment ce que veut voir l'examinateur. Donc là encore, n'hésitez pas à vous préparer des choses déjà toutes faites, qui vont entre guillemets remplir un peu la page, et qui vont vous donner une trappe. Moi je sais que j'avais appris par exemple les coordinations,
tout d'abord, cependant, ensuite, etc. Comme ça vous donne les introductions de vos paragraphes et quelques phrases bateau. Par exemple, les phrases d'ouverture à la fin, the best is yet to come, le meilleur est encore à venir, ou des choses comme ça. Ça remplit, ça fait gagner du temps, et le reste, c'est juste vos idées à organiser, à remettre. N'hésitez pas quand même à vous entraîner là-dessus. Moi, c'est la partie qui m'a demandé quand même le plus de boulot. On trouve encore dans des bouquins ou sur internet des tests blancs. Enfin, on arrive à la dernière partie du test, c'est la partie expression orale, la partie speaking. D'accord, bitch. Thank you, bitch. C'est pas ça, je l'ai, là. Your pants are fucking nice, asshole. Regarde pas... Ouais, chaud, celui-là. Donc là, vous avez un examinateur qui est avec vous. Moi, c'était en direct. Et donc, il va y avoir 2 voire 3 parties. Normalement, on m'avait dit qu'il y avait une partie où vous vous présentez. Donc là, n'hésitez pas à venir avec 3-4 phrases déjà toutes prêtes, que vous avez répétées dans votre tête. Il faut que ça paraisse quand même naturel, mais où vous expliquez comment vous appelez, votre âge, d'où vous venez, ce que vous voulez faire plus tard, etc. Ça va vous aider, puis ça va aussi permettre de gagner du temps. Et ce qui est important vraiment, c'est que ça ait l'air fluide, que vous montrez que vous maîtrisez la langue anglaise et que vous arrivez à avoir des mots plus ou moins soutenus, vous arrivez à changer de construction de phrases, etc. C'est pas évident, mais si vous entraînez, là encore, ça va venir assez vite. N'hésitez pas à vous entraîner, par contre je sais que ça fait un peu cucu de faire ces phrases en anglais dans la voiture quand on va au boulot ou chez soi, mais voilà, il y a des choses qu'on s'imagine savoir dire et puis au final quand on est devant l'examinateur on n'y arrive plus ou on se rend compte qu'on n'a pas assez bossé. La deuxième partie, on va vous poser des questions et assez bateau, et le but c'est d'avoir un échange vraiment fluide avec l'examinateur qui va pas forcément faire gaffe d'ailleurs à ce que vous lui racontez, il va juste regarder si vous maîtrisez la langue, si vous n'êtes pas bloqué sur un mot, si vous arrivez à changer un peu de tournure, si vous arrivez à faire des phrases affirmatives, des phrases négatives, etc. Bref, à parler anglais. Pour ma part, moi l'examinateur m'a demandé où est-ce que j'habitais, puis ensuite il m'a demandé ce que j'avais, si c'était une maison, si c'était un appartement, puis ensuite il m'a demandé dans quel cadre j'habitais, puis ensuite il m'a demandé ce que j'aimais faire dans ce cadre, puis ensuite il m'a demandé ce que j'aimais faire quand je sortais. Donc voilà, le but c'est vraiment que ça soit fluide, vous dialoguez en général avec lui je crois pendant à peu près 10 minutes ou 5 minutes, l'important à ce niveau-là c'est vraiment de ne pas vous stresser, que ça soit normal, donc n'hésitez pas là encore à vous entraîner en amont. Ensuite, la deuxième partie, ou la troisième, suivant si vous avez la partie présentation, on va vous demander de tirer au sort un sujet d'actualité. Enfin, moi je pensais d'ailleurs que ça serait un sujet d'actualité, la guerre, l'écologie, les homeless, des choses comme ça. C'est pas toujours le cas. Pour ma part, moi le sujet que j'ai pioché, ça m'a un peu déconcerté. On m'a demandé, on m'a dit, voilà, vous avez perdu quelque chose dans un lieu public, expliquez si ça vous arrive souvent, expliquez ce qu'il faut faire si ça arrive, etc. Développez là-dessus. Pas évident, en plus j'avais pas de bol, enfin du bol ou pas de bol, moi je ne perds jamais rien ou très peu, jamais perdu de téléphone, de CB, etc. Donc voilà, franchement j'ai mitonné, vous inventez une fausse histoire, le but c'est de montrer comment vous parlez en anglais, et voilà, ça s'est bien passé. Là encore vous allez devoir tenir je crois 6 à 7 minutes, voire 10 minutes, vous inquiétez pas si vous n'avez plus rien à dire, que vous avez bien détaillé, que vous avez donné 2-3 arguments, que c'était construit, parce que c'est ça qui est important, l'examinateur va ensuite vous poser des questions. Pour cette partie, vous avez le droit de préparer quelque chose à l'écrit. Attention, c'est très rapide. Une fois que vous avez tiré le sujet au sort, vous avez 1 minute, un bout de papier devant vous, vous marquez 2-3 grandes idées, et hop, c'est parti. Voilà pour ce test d'anglais. Alors je sais, ça peut faire un peu peur, le truc est assez complet, mais vous inquiétez pas, franchement c'est faisable. Perso, moi j'ai fait de l'anglais jusqu'à Bac+2, mais avec un niveau vraiment basique. De toute façon, vous connaissez l'anglais en France, on apprend à dire combien de personnes apparaissent sur la photo, où est Brian, etc. C'était mon niveau d'anglais, j'avais pas plus. You only organize the debate between left wing and right wing. Mais si vous bossez bien, c'est totalement abordable. Je crois qu'en anglais, sur le test IELTS, j'ai eu 6,5 de moyenne, presque 7. Il faut savoir que les notes vont, on va dire, en gros, de 5 à 7, ça vous donne des points. 7, c'est quasiment le maximum de points que vous pouvez avoir. Et après, on peut avoir, je crois, jusqu'à 9 pour quelqu'un qui est complètement bilingue, universitaire, de haut niveau. Mais voilà, en gros, il faut viser entre 5 et 7. Le top, c'est d'avoir, on va dire, même entre 6 et 7 si vous voulez avoir pas mal de points. 2 ressources que j'ai utilisées pour préparer ce test d'anglais, donc je vous ai déjà cité la chaîne YouTube IELTS, le bouquin IELTS aux éditions Nathan, c'est quasiment de l'indispensable. Et ensuite, j'ai utilisé 2 choses qui m'ont vraiment énormément aidé, que je me passais au boulot ou quand j'avais des pauses ou des choses comme ça. 2 chaînes YouTube. Alors il y en a une, c'est Apprendre l'anglais avec les tutos de Wito. J'aimais beaucoup cette chaîne parce que c'est un prof d'anglais qui a fait ça, un prof d'anglais anglais, donc c'est bien parce que vous apprenez l'accent anglais, puis certaines expressions, certains mots qui sont spécifiques à l'anglais d'Angleterre. Et c'est très scolaire, mais très scolaire, très bien fait. Franchement, l'éducation nationale en France devrait en prendre de la graine. Quand je vois comment j'ai appris l'anglais avec ce gars-là, je vais l'identifier d'ailleurs pour qu'il voit, et quand je vois comment j'ai appris l'anglais en France pendant 8 ans d'anglais que j'ai fait, c'est une catastrophe. Quand je vois qu'on paye pour ça, c'est juste hallucinant. Et
On rit. Ensuite, la deuxième chaîne que j'ai regardée, c'est Speak English with Vanessa. Il y a tout un tas de vidéos. Alors, il y a un peu moins de règles. Par contre, il y a énormément de vocabulaire, d'expressions de la vie de tous les jours que j'ai appris, qui m'ont beaucoup servi pour la partie speaking, pour l'expression orale. Et ensuite, le gros point fort en plus de cette chaîne, c'est que c'est de l'anglais américain. C'est une nana qui est en Caroline du Nord. Et donc, vous avez vraiment les mots spécifiques américains, l'accent anglais américain. Donc voilà, n'hésite pas, Speak English with Vanessa. Et apprendre l'anglais avec les tutos de Wito, je te remets les liens juste en dessous, tu vas voir, c'est une mine d'or. Si tu n'arrives pas à faire ton test d'anglais avec ça, je peux plus rien pour toi. Maintenant, d'un point de vue pratique, comment ça se passe ce test IELTS? Pour t'inscrire, il y a plusieurs organismes qui te permettent de le passer. Moi, je me suis inscrit auprès de British Council. Tu tapes British Council sur Google, tu verras, ils ont plusieurs antennes. Pour ma part, j'ai dû aller le passer à Strasbourg. N'hésite pas à regarder la ville qui est la plus proche de chez toi et regarde par rapport aux dates de session. Une fois que tu t'es inscrit sur le site internet, que tu as réglé, pour ma part, ça m'avait coûté 247 € pour ce test, plus les frais de route que j'estime à peu près à 50 € pour faire l'aller-retour à Strasbourg et manger sur place. Donc tu vois, à peu près 290 € pour cette étape du visa. Une fois que tu es inscrit dessus, tu recevras une convocation et tu devras te présenter le jour J. En général, tu vas faire les 3 premières épreuves sur la même matinée. En gros, tu fais à 8h30 ou 9h, 12h30. Donc tu vas commencer par l'écoute, le listening, ensuite le reading, les lectures de texte et le writing. Et ensuite, tu auras l'expression écrite l'après-midi, où des sessions sont organisées tout au long de l'après-midi. Ça dure assez longtemps comme tu passes un par un. Attention, quand il y a beaucoup de candidats sur certaines sessions, tu dois revenir le lendemain pour faire l'expression orale. Donc voilà, ça peut être un peu pénalisant, surtout si tu habites loin de ton centre d'examen. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est un test donc organisé par des gens anglophones. Donc déjà quand tu arrives, en tout cas moi c'était le cas, personne ne parle français. Ça tombe bien, normalement tu as bossé l'anglais donc il n'y a pas de problème. Mais toutes les consignes de quand tu arrives, de comment tu dois laisser tes affaires, de l'explication des différentes épreuves, tout est en anglais. T'amuses pas à demander hein, s'ils peuvent expliquer en français, parce que tu vas passer pour un con juste avant le test. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Moi quand je l'ai passé, franchement je pense que c'était comme le bac, hein. On devait être 200-300, c'est très carré. Tu arrives, tu t'inscris, te prennent en photo, tout le monde en file indienne, etc. Tu dois aller dans une salle d'attente, une fois que tout le monde est prêt, tu laisses toutes tes affaires dans la salle d'attente, téléphone, etc. Tu emmènes rien du tout avec toi, donc t'amuses pas à y aller avec des choses de valeur. Par contre, le petit hic, on va dire, c'est que moi on m'avait toujours dit, tu dois même pas amener tes crayons, même pas tes stylos là-bas. En fait, quand on est arrivé dans la salle, en gros, ils nous ont demandé si on n'avait pas notre matériel, quoi. Et après, ils nous ont distribué des crayons et des stylos. Donc voilà, emmène tes stylos, emmène tes crayons à papier. Et le point super important, c'est que les 3/4 du test se font au crayon à papier. Je sais pas pourquoi, mais ils veulent que tu remplisses tout au crayon à papier. Même l'expression écrite, je crois, c'est au crayon à papier. Il y a juste une toute petite partie que tu peux faire au stylo. Donc voilà, emmène 2-3 crayons à papier, une gomme, un taille-crayon. Comme ça, au pire, s'ils te demandent de les laisser, ils t'enfileront et tu les auras avec toi. Mais voilà, s'ils te demandent pas de les laisser, s'ils te demandent si tu les as, tu seras pas pris au dépourvu. Donc voilà, emmène juste ça. Bien sûr ta pièce d'identité et ta convocation. Ensuite, voilà, crois en ta bonne étoile et confiance, mais voilà, normalement ça devrait bien se passer. En tout cas, je me fais pas de soucis si tu as bien bossé le truc avant. Amen. Le deuxième test de langue, maintenant, ça va être un test de français. Alors oui, je sais, c'est un peu con, c'est ta langue maternelle. Tu es né en France, tu as toujours parlé français, mais on te demande un test quand même pour prouver ton niveau. S'il y avait beaucoup de boulot pour le test d'anglais, pour le test de français, par contre, je te rassure, ça va être beaucoup plus facile. Alors au niveau de la conception, le test ressemble pas mal. Il y a aussi 4 parties. Pareil, une partie de compréhension orale. Tu vas écouter des textes, tu auras des questions dessus. Une partie où tu vas lire des textes et tu auras des questions dessus. Une partie expression écrite, où là encore il y aura 2 parties, une un peu plus courte, où tu devras continuer un article de presse. On va te mettre un petit article de journal qui fait, je sais pas, une dizaine de lignes, et il faudra poursuivre le récit. Attention, c'est un peu spécifique, on va te demander vraiment de continuer comme le premier article. Donc observe bien, par exemple, si l'article est au passé, te mets pas à faire une suite au présent. Si l'article a un ton plutôt amusant, te mets pas à faire quelque chose de très formel, ou inversement. Donc voilà, il y a quelques petits détails, mais franchement, si tu maîtrises bien le français, ça va tout seul. Ensuite, la deuxième partie, tu auras une affirmation sur un thème d'actualité et il faudra argumenter là-dessus. Là, il va falloir faire à peu près 200 mots. C'est 80 mots sur le premier, 200 mots, on va dire que c'est une page et demie à 2 pages, suivant comment tu écris. Franchement, ça se fait. Mais là encore, on va regarder si tu maîtrises bien le français. Si tu fais ton idée première, ta thèse, on va dire, avec une introduction, et ensuite 3 à 4 arguments qui sont liés entre eux et une conclusion.
C'est sûr, si tu mets que des phrases bateau, j'aime Magali, Magali aime la compote, je vais chercher des pommes pour Magali, ciao bonsoir, ça marche pas. Mais voilà, si tu as un niveau français de base, ça se passera sans problème, te fais pas de bile là-dessus. Moi perso sur le test de français, j'ai quasiment rien préparé, et j'ai quasiment eu les meilleures notes, en tout cas les meilleures fourchettes de notes, on va dire, sur les 4 épreuves, ce qui m'a donné le plus de points possible. Pour t'inscrire pour ce test de français, donc le test s'appelle TEF Canada. N'hésite pas à taper sur Google par exemple pour voir les différents organismes qui te permettent de le passer. Alors, il y en a encore un peu plus que le test d'anglais, tu devrais forcément trouver quelque chose près de chez toi. Moi je l'ai passé à Mulhouse. Tu pourras te renseigner sur le site www.lefrançaisdesaffaires.fr. Là encore je te mets le lien dans la description. Tu verras sur le site que tu vas pouvoir déjà t'inscrire et tu vas trouver tout un tas de ressources qui vont te permettre de préparer ce test. Tu auras quasiment une vidéo pour chaque épreuve, donc franchement il n'y a pas de raison de te faire avoir, ça devrait bien se passer. Prends quelques semaines avant pour le préparer, pas être pris au dépourvu, mais voilà, ça devrait bien aller. Maintenant, du point de vue organisation, et ben là tu vas voir la grosse différence entre l'organisation anglo-saxonne et l'organisation française. Moi, quand j'ai été au test de français, c'est un bordel. C'est un bordel sans nom. Alors déjà, au test d'anglais, on était 300, ça roulait comme pas deux. Au test de français, on était 8, c'était un carnage. T'es plus ou moins surveillé, tu peux y aller avec ton téléphone, bon, franchement ça te donne rien, t'as pas de raison de tricher, mais voilà, tu peux te balader dans la salle avec ton téléphone. Il y a toute une partie qui est faite sur ordinateur, mais les ordinateurs marchent pas, donc tu recommences le test à un moment, etc. Bref, c'est franchement un bordel, mais bon bah voilà, c'est à l'image de la France. Ça m'étonne pas, le truc est flagrant. Je te laisse faire les deux et mets-moi en commentaire si tu penses à revenir sur la vidéo ce que t'en as pensé, puis si ça a été la même chose pour toi. Mais en tout cas, tu verras, l'écart est juste hallucinant, c'est juste de monde. Donc voilà, en tout cas, ça devrait bien se passer. Le test français est un tout petit peu moins cher. J'avais payé, je crois, à l'époque 180 €, il me semble que c'est 200 € maintenant. Et comme c'est à côté de chez moi, forcément, j'avais moins de frais, et en plus, bah, ça passe plus vite. Tu verras, au niveau du temps, t'as largement le temps. Sérieux, moi, sur l'expression écrite, je crois, et la compréhension de texte, j'aurais pu faire 2 fois l'épreuve dans le temps imparti. Donc voilà, te fais pas de bile, ça ira sans problème. C'est juste un truc à passer qui va te permettre d'avoir les résultats. Pour les deux tests, tu recevras les résultats quelques temps après par mail. Ça te donnera donc ton score qui sera plus tard à mettre quand tu vas t'inscrire sur le site de Immigration Canada. Il faut savoir que ces résultats sont valables pendant 2 ans à partir du moment où tu as ta date de résultat. Je sais que c'est un peu court, mais bon, ça te permet de passer 2 fois ou de tenter 2 fois ta chance pour le visa canadien. Et si tu as un bon score SCG, normalement, tu n'auras pas besoin de tenter ta chance 2 années de suite. Ensuite, dans la réalité, c'est plutôt une bonne chose, parce que si tu regardes bien, si tu bosses l'anglais beaucoup, puis que d'un coup, tu n'en fais plus pendant 6 mois, tu as quasiment déjà tout perdu. Donc voilà, 2 ans, je pense que c'est aussi quand même une bonne fourchette. Et tu verras, je me fais pas de soucis, tu devrais avoir le visa bien avant tout ça. Deuxième chose à savoir, c'est que si tu es marié ou si tu vas au Canada avec un conjoint, il faut savoir que si ton conjoint passe un de ces 2 tests, ça va te donner des points, ça va même te donner pas mal de points pour le visa, donc voilà, c'est quelque chose à faire. Alors je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus très bien si tu as des points si le conjoint passe 2 tests, même carrément, s'il fait le test de français et le test d'anglais. Pour ma part, ma conjointe a fait que le test de français, plus facile, et en plus c'est celui qui donne le plus de points. On verra par la suite, mais quand tu t'inscris, souvent ta première langue que tu mets sur le site, tu indiques le français, ça va te donner beaucoup de points parce que le Canada cherche énormément de gens francophones, c'est quelque chose qui manque là-bas à l'heure actuelle. On arrive maintenant à la dernière étape que tu vas devoir préparer, que tu vas devoir faire avant de te lancer dans le tirage au sort de l'entrée express, avant de t'inscrire sur le site Immigration Canada. Tu vas voir là, l'étape n'est pas trop compliquée. En gros, quand tu vas t'inscrire sur le site, le Canada veut savoir tout ce que tu as fait pendant les 10 dernières années d'un point de vue professionnel. Donc il faut indiquer tes différentes expériences de travail, il faut indiquer aussi tes périodes de chômage, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Ils veulent vraiment savoir voilà, à quoi tu étais occupé, et puis en plus, suivant l'emploi que tu avais, si c'était un emploi qualifié ou non, et le nombre d'années d'expérience que tu as eu dedans, ça va te donner pas mal de points pour décrocher le fameux visa. Le plus simple pour tout ça, avant de te lancer sur le site internet de l'immigration, ça va être de faire ce qu'on appelle un CV au format canadien, très linéaire, très chronologique. Donc tu pars d'aujourd'hui et tu lises tout ce que tu as fait pendant 10 ans. Alors si pendant 10 ans tu étais dans la même boîte, c'est très facile. Tu pourras remettre 1 ou 2 expériences professionnelles, ça ne mange pas de pain, c'est toujours ça de prix, qui sont un peu plus vieilles. Par contre, si pendant 10 ans tu as changé pas mal de boulot, qu'il y a eu des périodes de chômage, etc., mais tout ce qu'il y a eu à ce moment-là, ça sera déjà pas mal, tu vas voir, ça va nécessiter pas mal de boulot. Idem si tu étais étudiant. Si tu étais étudiant et que tu es sur le marché du travail, par exemple, que depuis 3-4 ans, tu marques que ce que tu as fait depuis 3-4 ans, on te demandera de toute façon, sur une partie, de renseigner ce que tu as fait comme étude. De faire ce boulot en amont, ça va te permettre de gagner du temps par la suite, d'éviter de chercher, et il faut vraiment que ça se suive, qu'il n'y ait pas de trou, que ça soit cohérent. Donc là, ça va aussi te permettre de vérifier tout ça, de voir si tu n'as pas fait des erreurs, parce que des fois, on ne se rappelle plus forcément ce qu'on a fait quelques années avant.
Par rapport à tes différents emplois, pour prouver que tu as bien occupé ces emplois, on va te demander une lettre de référence. Donc c'est là où ça prend un peu de temps et c'est là où c'est important de le faire à l'avance. Il va falloir entrer en contact avec tes anciens supérieurs hiérarchiques. La difficulté, c'est est-ce qu'ils sont toujours en poste, est-ce qu'ils sont toujours au même niveau. Mais voilà, essaye de rentrer en contact avec eux pour avoir cette lettre de référence. Je te mets un modèle à l'image. En gros, c'est une lettre qui dit comme quoi tu as été employé dans telle société, à tel poste, avec tel salaire annuel. Souvent, ils veulent savoir le salaire que tu avais et surtout avec telle mission. Ça leur permet vraiment de voir si le boulot que tu avais, le boulot que tu occupais, correspond au boulot que tu annonces au Canada dans leur classification nationale. Ça, on en parlera un peu plus tard. Là où c'est délicat, c'est si tu as un cas un peu particulier. Par exemple, moi je travaille à mon compte depuis 10 ans. Je ne pouvais pas contacter mon ancien supérieur. Donc j'ai dû produire plusieurs documents assez simples. Au final, j'ai envoyé les statuts de ma société, j'ai envoyé quelques bilans comptables, j'ai envoyé quelques documents relatifs à la boîte. Mais voilà, ça sert à prouver ce que tu faisais, à prouver que tu l'as fait à temps complet, à prouver que tu l'as fait pendant plusieurs années. Je suis aussi remonté un peu plus loin qu'il y a 10 ans pour prouver que j'avais eu des expériences salariées et j'ai réussi à rentrer en contact avec quelques-uns de mes supérieurs ou à fournir des documents d'emploi antérieurs sur lesquels j'arrivais plus à contacter les supérieurs. Donc j'ai mis des fiches de paye, j'ai mis des contrats de travail. Idem sur les périodes de chômage, tu dois mettre tes attestations par exemple Pôle emploi, tu n'es pas forcément obligé de toutes les mettre, mais tu mets la première et la dernière par exemple de la période, comme ça permet de certifier les dates, c'est très important. Là encore où Immigration Canada est un peu pointilleuse, c'est qu'ils vont te demander que pour chaque expérience de travail, ça soit sur un document. Donc quand tu scannes tes documents, par exemple pour ton dernier emploi salarié avec ta lettre de référence, ta fiche de paye et ton contrat de travail, tu dois mettre tous ces documents sur le même fichier. Parce que sur le site internet de l'immigration, à chaque fois que tu remettras un document, ça va effacer celui d'avant pour ton expérience en question. Si tu fais tout ça, tu vas gagner énormément de temps et ça ira très vite pour ton inscription. Un petit mot maintenant sur la classification des métiers au Canada. Au Canada, ils ont ce qu'ils appellent la CNP, Classification Nationale des Professions. C'est comme ça qu'ils vont ranger, on va dire, le boulot que tu occupais en France et c'est ce qui va permettre de t'attribuer un certain nombre de points en fonction de l'endroit où tu te situes dans cette classification. Donc c'est super important et c'est quelque chose qui va être demandé pour l'enregistrement à l'immigration. Il faut savoir que chaque métier est regroupé dans une classification FEER. Ne me demande pas ce que ça veut dire, je ne sais pas forcément, mais c'est quelque chose qui classe les métiers en fonction du niveau d'études, on va dire, qui t'est demandé, ou du niveau de maîtrise qui t'est demandé pour occuper ce métier. Il y a, je crois, 5 familles, ou 6 parce que ça commence à 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, et tu peux avoir des points pour le visa si tu es classé dans les familles 0, 1, 2 et 3. Les familles 4 et 5 en général, ça correspond soit à des métiers où il faut même pas le bac, seulement l'équivalent on va dire d'un CAP, et des métiers où il faut rien du tout, où on te demande pas du tout de formation spécifique, d'études spécifiques, où il faut moins d'une journée je crois de formation pour occuper ce poste. Donc voilà, malheureusement si tu as eu que des métiers comme ça, tu n'auras pas de points suite à ton expérience professionnelle, mais peut-être que si tu as beaucoup d'autres points grâce à tes diplômes, grâce à ton vécu déjà au Canada ou de la famille au Canada et grâce à tes langues, ça pourra aller pour le visa. Ensuite, en plus de ces familles FER, il y a 6 grandes familles de métiers avec à chaque fois des codes. Je sais que par exemple les métiers qui commencent par un numéro 4, si je dis pas de bêtises, ça regroupe tous les métiers de l'enseignement. La famille numéro 6, ça regroupe souvent les postes de direction dans des structures commerciales ou dans des structures de tourisme. N'hésite pas à aller sur le site de la CNP directement au Canada, tu tapes Classification Nationale Professionnelle Canada sur Google, je te mets le lien également juste en dessous, et navigue dans les différentes familles pour rechercher ce qui correspond le plus à ton boulot ou au boulot que tu as occupé en France. C'est une étape de toute façon qui sera indispensable, c'est un peu chiant à faire, mais une fois que tu l'as fait, pense à noter ce code et à le marquer sur ton CV format canadien dont on a parlé juste avant. Ça va te faire gagner beaucoup de temps pour la suite, et puis ça aussi ça va pouvoir te servir une fois que tu arriveras au Canada, quand tu vas postuler sur des offres d'emploi, quand tu auras des documents à remplir, etc. Tu sais exactement dans quelle famille tu vas pouvoir travailler, qu'est-ce qui correspond à tes diplômes et à tes compétences. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie, on a fait le tour ensemble de toutes les étapes que tu pouvais faire pour préparer au mieux ton inscription sur IRCC, sur canada.ca. On va évoquer ça dans la prochaine partie, donc on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas louper quand la deuxième partie de la vidéo va sortir. Je te souhaite une très bonne journée, je te laisse bosser ton anglais, je compte sur toi. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.